Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Mardi après-midi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré la nouvelle agence de l'Institut de prévoyance sociale de la SEGRAE, la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Ce nouveau bureau situé dans la commune de Cocody recevra les pensionnaires des communes d'Abidjan-Nord et d'Alépé. Les détails avec Christelle Menant. Près de 12 000 retraités agents de l'État sont désormais attendus dans cette nouvelle agence de l'IPS-SEGRAE, entendez Institut de prévoyance sociale de la Caisse générale de retraite des agents de l'État. Cette deuxième agence principale est la première étape d'un processus de déconcentration des services. La mesure était urgente. 62% des pensionnaires de l'IPS-SEGRAE résident dans le district d'Abidjan. L'agence de Cocody détient ainsi le deuxième portefeuille d'actifs de retraités après l'agence du Plateau, qui est installée au siège de l'institution. Il faut, après cette étape, considérer tous les grands pôles de développement de la Côte d'Ivoire afin d'y assurer une présence non pas symbolique, mais bien opérationnelle, qui apporte des solutions aux difficultés que vivent les populations. Plus de proximité, c'est un des objectifs de la réforme de l'institution entamée en 2012. Une réforme qui compte déjà de nombreux acquis. À noter le rétablissement de l'équilibre financier de l'IPS-SEGRAE en 1 an au lieu de 7 prévus et la réduction des délais de traitement des dossiers de 365 à 45 jours. Des résultats salués par le Premier ministre qui n'occulte pas l'étendue des chantiers à réaliser dans le domaine de la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. Selon les statistiques récentes, entre 85 et 90% de la population nationale ne bénéficie d'aucune couverture sociale. Le gouvernement attend donc des acteurs clés du système de sécurité sociale de la Côte d'Ivoire des initiatives ambitieuses, non seulement pour l'amélioration du service offert aux bénéficiaires, mais aussi pour l'extension de la couverture sociale à d'autres populations que celles qui traitent actuellement, mais aussi à d'autres risques. Des perspectives qui laissent entrevoir de nouveaux défis pour l'IPS-SEGRAE avec celui de la déconcentration des services. Après Abidjan-Cocody, c'est dans la ville de Mans qu'une autre agence d'accueil recevra les assurés sociaux de l'État. Autre activité du Premier ministre. Hier matin, le chef du gouvernement a participé à la célébration de l'excellence. 40 futurs jeunes entrepreneurs viennent de recevoir leurs chèques, des chèques donc pour le financement de leurs projets. Ils sont lauréats du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, un concours organisé par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mombé. Ils sont les meilleurs des meilleurs. Leurs projets et leur abnégation au travail ont littéralement séduit le jury. Gbao Deazon Axel, super prix 2015 du concours Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent, et Dadier Dominique, meilleur incubé 2014. Avec eux, 38 autres lauréats, 40 élus donc au total sur plus de 500 appelés. En Côte d'Ivoire, les jeunes ne demandent qu'à être accompagnés, soutenus, encouragés et orientés. C'est l'objectif que vise le prix Alassane Ouattara, qui est un instrument de valorisation de l'intelligence et de la capacité d'entreprendre d'une jeunesse intelligente et soucieux de faire apprécier ses immenses capacités d'initiative opérantes. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ces jeunes entrepreneurs constituent la graine du futur, celle qui permettra à la Côte d'Ivoire de réaliser ses ambitions. En venant célébrer l'excellence à travers nos jeunes entrepreneurs, nous aurons choisi le moyen idéal de réaliser rapidement et à coup sûr la grande vision, la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. À quel horizon ? Bon, on a tous retenu la leçon. Les lauréats, eux, considèrent ces récompenses comme un début. Pour eux, les plus grands défis sont à venir. Ce prix est le fruit du travail remarquable et les efforts de recherche que nous avons fournis. Cette distinction que nous recevons appelle à relever des défis encore plus importants dans le futur, à faire bien mieux et plus. Faire mieux et plus dans la persévérance et l'effort, voilà donc le secret de tout entrepreneur qui se veut prospère.
Autre chose à présent, une table ronde a réuni hier au plateau plusieurs acteurs du processus électoral. Au centre des échanges, la révision du code de bonne conduite des formations politiques. C'était à l'initiative du National Democratic Institute, le NDI, en partenariat avec la Commission électorale indépendante. Maïsako y était pour RTI. Le code de bonne conduite des partis, groupements, forces politiques et candidats aux élections a été remis sur la table ce mercredi dans l'optique d'être révisé. À l'approche de la présidentielle d'octobre, cet exercice de consultation devrait permettre, selon les initiateurs, de faire des prochaines joutes électorales un espace de compétition sans violence et fraternelle. Ce code a été signé en 2008, donc comme il y a même des partis politiques qui n'existent plus, il y a de nouveaux partis politiques qui ont été créés, donc il fallait réunir donc toute la classe politique pour réviser le code. Notre espoir est que les gens se conforment à cet esprit de code de bonne conduite et que les gens le respectent. Si cela est fait, nous mettons notre pays à l'abri de turbulences. Je suis très optimiste que ces élections vont être apaisées, inclusives et transparentes. Mais pour que cela soit fait, il faut que la classe politique ivoirienne se mette d'accord sur un code de conduite. Les signataires s'engagent à contribuer activement au renforcement de ce code de bonne conduite, mais surtout de le respecter. Le RDA a déjà commencé par un discours apaisé et le RDA invite l'ensemble des acteurs, les candidats, leurs partisans à féliciter le jour des élections le candidat qui sera élu. Cette année, nous avons décidé de nous impliquer personnellement en tant que candidat et en tant que chef de parti politique pour que nous puissions avoir des élections transparentes, des élections apaisées. Le code de bonne conduite des partis, groupements, forces politiques et candidats aux élections a été établi le 24 avril 2008. Après sa révision cette année, il devrait devenir un meilleur gage pour le déroulement d'un scrutin libre, transparent et inclusif. À Biancouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, Albert Mabritouakeus, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, répondant à l'invitation des populations à procéder à l'installation des chefs de canton Gand. Thomas Guessambi, notre envoyé spécial à Biancouma. Une triple cérémonie que celle que le département de Biancouma a connue récemment. Il s'est agi de l'installation officielle de Sigui Diomandé, Zibo Diomandé et Diomandé Saïd Denis, respectivement chefs de Gand 1, de canton et des tribus Gand. Une véritable opportunité pour le ministre d'État Albert Mabritouakeus, dont le parrainage a été sollicité pour situer la place de ces nouveaux auxiliaires de l'administration dans la politique de développement du président Alassane Ouattara. Demandant aux chefs d'être des artisans de paix et de rassemblement, le président de l'UDPCI leur a aussi demandé de soutenir le président de la République dans sa vision de développement du pays. Prochaine semaine, il va y avoir plusieurs projets dans notre région et dans votre canton en particulier. Des projets routiers, des projets d'électrification, des projets d'eau potable, des projets d'école et des projets de santé. Donc le président m'a dit de vous rassurer. Maintenant, ce que je vous dis, c'est ce qui va être fait à court terme et petit par rapport à ce qu'Alassane Ouattara nous promet pendant les 5 prochaines années. Après Gand, c'est sur Yegole que le ministre d'État Mabri met le cap. L'homme s'y rend pour soutenir Sa Majesté Diomandé Vatango, fait chef de canton de Sakoula. Ici aussi, le ministre d'État ne manque pas de demander à ce peuple Mahou de voter massivement le candidat Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Hier, mercredi, une dizaine de quotidiens ont manqué dans les kiosques à journaux. Ils n'ont pas pu paraître et pour cause d'une interruption d'électricité à l'imprimerie nationale a empêché le fonctionnement normal de l'entreprise. Issa Yeo et Adama Kone nous donnent plus de détails. 13 quotidiens absents des kiosques à journaux ce mercredi. La raison? L'imprimeur nous a envoyé un message pour nous expliquer qu'il y a eu une coupure d'électricité dans le périmètre de son imprimerie
et il a tenté de mettre en marche son groupe électrogène, mais ça n'a pas marché. Il y a 2 jours, le Conseil national de la presse CNP a suspendu les journaux Aujourd'hui et Le Bélier, respectivement pour diffusion d'informations non vérifiées et contribution injurieuse portant atteinte à l'intégrité physique des membres du gouvernement, ce qui est à dissocier de la non-parution des quotidiens ce jour. Depuis 7 heures, mon téléphone ne fait que crépiter. Les lecteurs voulaient savoir pourquoi les journaux préférés ne sont pas sortis. D'autres même s'impatientent pour dire que c'est une suspension. Qu'en est-il exactement? Il faut que je rassure les lecteurs du groupe Cyclone, c'est-à-dire les journaux de Le Temps et LG Info. Ce n'est pas une suspension, mais c'est un problème d'ordre technique. L'absence des journaux dans les kiosques n'est pas sans conséquences économiques. La non-parution de nos titres ce matin nous cause un véritable préjudice. Au niveau financier, c'est toute une journée qui est perdue pour la gestion de l'entreprise. Ça discrédite les différents titres vis-à-vis de nos lecteurs et de nos annonceurs, qui sont les partenaires sur des entreprises de presse aujourd'hui. Absent d'Abidjan, le responsable de l'imprimerie, tout en présentant ses excuses aux journaux concernés, a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour que ces quotidiens paraissent demain dans les kiosques. Bernard Kiefer, frère aîné de Guy-André Kiefer, vient de publier un ouvrage de plus de 230 pages. Un ouvrage qui retrace les 11 années de recherche de la vérité sur la disparition de son frère à Abidjan. Notre reporter Sidonie Davila était hier matin à la présentation de l'œuvre. Le frère perdu, enquête sur un crime d'État au cœur de la France-Afrique. Un ouvrage de Bernard Kiefer, frère du Reporters sans frontières Guy-André Kiefer. Ce livre de 230 pages et d'une lecture aisée est une compilation d'articles et de témoignages recueillis depuis 2004, année de l'enlèvement du journaliste franco-canadien. Ce livre répond à la fois au souci de rendre hommage à mon frère qui avait fait un travail important, difficile et courageux ici en Côte d'Ivoire. C'est également le souci de relancer l'enquête qui m'anime, c'est-à-dire que j'ai expliqué dans ce livre qu'à maintes reprises on a frôlé la vérité, qu'il manque pas de choses pour que l'affaire aboutisse. Le but recherché en éditant cet ouvrage est de pouvoir faire la lumière sur cette affaire tragique. À partir du moment où le régime de Laurent Gbagbo était suspecté et même accusé, on comprend qu'il n'est pas beaucoup facilité le travail des enquêteurs. En revanche, depuis l'accession de M. Ouattara à la présidence, je comprends moins bien parce que lui n'est pas suspecté d'avoir trempé dans cette affaire et ça serait tout à l'honneur de la présidence et de la justice ivoirienne que de faire aboutir ce dossier. Le 16 avril 2004, le journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer disparaissait en Côte d'Ivoire alors qu'il travaillait sur des malversations dans la filière café-cacao. L'actualité internationale à présent. 10 jours après le passage à tabac de leurs correspondants au Burundi, RFI et l'agence France Presse s'indignent du silence des autorités burundaises suite à l'agression d'Esdras Ndikumana. RFI et l'AFP exigent des autorités burundaises qu'elles condamnent et qu'elles sanctionnent les auteurs de ces violences contre Esdras Ndikumana qui est toujours dans un état de santé précaire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a annoncé hier, mercredi, que le chef de la mission de l'ONU en Centrafrique, la MINUSCA, a été renvoyé après plusieurs accusations d'abus sexuels contre des enfants commis par des casques bleus. L'organisation de l'État islamique a affirmé mercredi avoir décapité le jeune Croate travaillant pour une compagnie française enlevé en Égypte il y a 3 semaines. Si l'assassinat est confirmé, il serait le premier occidental exécuté par des djihadistes en Égypte. Et puis pour terminer, la ville portuaire de Tianjin, près de Pékin, dans le nord de la Chine, a été secouée ce jeudi même par d'énormes explosions sur une zone industrielle dont la cause est encore inconnue. Au moins 44 personnes ont été tuées et plus de 520 sont hospitalisées. Une soixantaine sont dans un état très grave, un bilan encore provisoire car les incendies ne sont pas encore maîtrisés. Et voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Christelle Melej prend la relève.